Non. Alors, Pepper, il faut lui parler gentiment des fois pour qu'il parle, ou sinon, il peut avoir du mal. Pepper, hein, gentiment, j'aimerais que tu dises un mot à tous nos invités, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. À nouveau, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au 7e sommet sur le numérique en éducation, la bienvenue au 6e colloque international en éducation. Je me nomme Pepper. Si vous avez envie de me rencontrer au cours de ces 2 événements, n'hésitez pas à venir à notre kiosque où, avec mes amis Nao, il nous fera plaisir de vous montrer tout le travail que nous faisons dans les écoles du Québec. Je suis très excitée à l'idée de vous présenter cet après-midi 2 ministres. Je suis content que tu sois excité. Est-ce que tu pourrais nous présenter le premier ministre qui doit prendre la parole, s'il te plaît? Alors, des fois, quand on lui demande s'il te plaît, il faut se mettre à sa hauteur pour qu'il nous comprenne. Le premier se nomme Éric Kerr. Il est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. De ce que je comprends, c'est indirectement mon grand patron. Monsieur Kerr, la parole est à vous. Monsieur Kerr. Merci. Une fois, 2 fois, merci. Merci, Pepper. Je ne pensais pas rencontrer un fonctionnaire ici aujourd'hui. Monsieur Carsanti, Monsieur Robert, Jean-François, merci à vous tous pour l'aimable invitation. Écoutez, c'est un domaine, évidemment, qui me passionne, la transformation numérique. Et je dois dire que quand le premier ministre m'a confié ce mandat-là, j'étais assez emballé parce que c'est un univers de possibilités qui s'offre à nous. Je pense que la première chose qu'il faut réaliser, c'est que la transformation numérique, ce n'est pas un choix qu'on fait, ce n'est pas un choix que le gouvernement fait, ce n'est pas un choix que le réseau de l'éducation fait. Cette transformation-là, elle est sociétale et je dirais qu'elle est déjà là. L'univers numérique existe. On le voit aujourd'hui avec des technologies qui sont disponibles. C'est vrai dans toutes sortes de domaines, que ce soit dans le domaine de l'authentification, identification avec la biométrie, que ce soit dans le domaine des services bancaires où on peut faire toutes sortes de choses aujourd'hui de façon numérique. Donc, cet univers-là, il existe. Donc, quel est-il notre défi? Notre défi, c'est de créer le citoyen numérique. Et qu'est-ce que c'est ça, le citoyen numérique? Bien, c'est l'ensemble des informations que nous possédons sur nos concitoyens qui nous ont confiés dans un objectif de prestation de service. Et ça nous amène où? Ça nous amène à se questionner sur toutes sortes comment je dirais ça, de défis, parce que je cherchais mes mots, de défis, qu'on parle d'éthique, qu'on parle de l'univers numérique dans ce qu'il a de beau, mais dans ce qu'il a de moins beau, de développer nos compétences, de développer nos habiletés, d'être capable de cheminer dans cet univers-là en tirant le profit sans tomber dans les pièges. Et comment on peut faire ça? Bien, je dirais qu'un des outils importants, mon collègue va l'annoncer aujourd'hui, un cadre de référence en compétences numériques. Et pourquoi c'est si important? J'avais cette discussion-là tout à l'heure avec différentes personnes. C'est que pour la première fois, je pense, nos jeunes et même nos moins jeunes évoluent dans un univers pour lesquels on n'a pas de référence, pour lesquels on n'a pas nécessairement cette capacité-là, comme parents, comme grands-parents, comme amis, à accompagner nos connaissances, nos enfants dans cet univers-là. Et là, le réseau de l'éducation a un rôle majeur à jouer. Le gouvernement du Québec, bientôt, va lancer une stratégie numérique pour lesquelles on va donner des orientations assez claires, je pense, vers où on veut s'en aller, pour lesquelles on va, à travers différentes unités de mesure, être capable de quantifier, de mesurer l'impact de ça. Mais jamais cette stratégie-là, jamais ces unités pour mesurer la transformation numérique-là ne pourront remplacer ou complètement encadrer le travail névralgique que le réseau de l'éducation aura à jouer dans le futur
de permettre à nos jeunes de développer leurs compétences et leurs habiletés dans l'univers numérique. Il y a un autre défi qui est majeur, que je vous lance, puis j'ai demandé la permission à Jean-François avant de le faire, il m'a dit oui. Des filles. L'univers des technologies de l'information, dans les emplois que ça comprend, on parle de 11 % de femmes. Comment peut-on définir un univers comme l'univers numérique sans une présence beaucoup plus importante des femmes? Comment on peut faire ça? Bien, je pense que dès le plus jeune âge, il faut commencer à initier nos jeunes dans leur ensemble, mais peut-être porter une attention particulière à nos filles. Vous savez, moi, j'ai fait une carrière dans les technologies de l'information il y a quelques décennies. Je dis ça comme ça parce que ça... J'essaie de ne pas trahir mon âge. Puis à cette époque-là, le geek moyen travaillait dans son sous-sol, il se nourrissait essentiellement de pizza. Puis son trip de fin de semaine, c'était de brancher des ordinateurs en réseau. Ça, c'était l'image qu'on avait. Malheureusement, c'est encore ça. Bien, il faut changer ça. Il faut changer ces perceptions-là, il faut changer cette image-là pour donner le goût, notamment à nos jeunes filles, de se lancer dans cet univers-là, dans les métiers qui sont inhérents à cet univers-là, parce que si on veut créer un univers numérique complet, on ne peut pas le faire sans la présence de 50 % de notre monde. C'est impossible. Donc, c'est un défi que je vous lance. J'en profite pour peut-être vous passer un petit dernier message. Le gouvernement du Québec, dans l'élaboration de sa stratégie, a lancé une consultation publique. Je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui parce qu'elle se termine aujourd'hui. Elle est en ligne à gouvernementduquebec.ca, c'est ça, gouv.ca. Québec.ca, merci. Là, je cherchais, ça va bien. Je vous donne l'adresse, puis je ne la connais pas, ça va bien. Donc, québec.ca/transformation numérique, c'est ça. québec.ca/transformation numérique. Je vous en prie, allez vous prononcer, allez donner votre opinion. Ça prend 5 minutes. Il y a un questionnaire ou un sondage où vous pouvez aussi donner des suggestions. Donc, il y a une façon d'être un peu plus élaboré dans vos commentaires, mais je vous en prie, appropriez-vous cette stratégie-là parce que l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement devront évidemment suivre les orientations de cette stratégie-là. Et ça va fonctionner si tout le monde se l'approprie. Il faut que ça devienne votre stratégie numérique. Donc, je vous invite évidemment à vous prononcer. Malheureusement, ça se termine à minuit ce soir, mais vous avez le temps en masse, ça prend 5 minutes. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention. Félicitations pour l'organisation. Il y a beaucoup de monde. C'est le fun de voir à quel point ça suscite de l'intérêt. Puis le réseau de l'éducation, évidemment, va être névralgique pour la suite des choses. Donc, merci et bonne fin de journée. Merci, M. Kerr. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur le ministre. Il a beaucoup parlé de filles et de numérique. C'est un enjeu majeur. Et j'en profite peut-être pour souligner tout le travail fait par une équipe de femmes qui ont montré aux élèves de la maternelle à la 6e année à apprendre, pas juste à utiliser le numérique, mais à apprendre à coder. Alors, toute l'équipe du groupe Estime, où est-ce qu'on montre à coder de la maternelle à la 6e année, avec Mme Christine Josse à sa tête. Alors, si vous voulez vous lever, on va vous applaudir. Parce que, à part pour Denis, c'est une équipe 100% féminine, je pense qu'on peut dire. Alors, bravo à vous pour votre travail. Juste avant que Pepper, s'il le veut bien, parce que des fois les robots, hein, c'est capricieux, s'il veut bien nous présenter notre prochain invité, je voulais juste remercier ce que vous voyez là-bas complètement à gauche. On a quelqu'un qui est venu de France et qui est professeur en France, qui enseigne, Frédéric Durier, qui a accepté de venir, merci, qui a accepté de relever le défi de faire des dessins en temps réel sur ce que les gens disent. Hein? Et donc, je n'ai pas demandé la permission au ministre ni à son équipe avant, mais je suis certain qu'ils accepteront volontiers.
Et donc, ce que vous voyez là, c'est en temps réel, et à la fin, quand il a fini son travail, bien, il va le diffuser en ligne, comme quoi on peut innover beaucoup au Québec avec le numérique. Maintenant, Pepper, s'il te plaît, je t'en supplie, hein, fais-moi honneur, et je me mets même à genoux, tu me présentes, s'il te plaît, la dernière personne. S'il te plaît, Pepper. Pepper. Il me fait grandement plaisir de vous présenter notre ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il se nomme Jean-François Roberge. Avant d'être ministre, il a été enseignant pendant 17 ans à l'école primaire de Saint-Basile-les-Grands. Papa de 2 enfants, il est aussi auteur de littérature jeunesse et a publié 2 livres, Francis perdu dans les méandres, Francis l'intrépide. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Bonjour, merci. Bonjour, Pepper. Merci, M. Carcianti. Merci à tous pour cette invitation. Hey, c'est rare que le lutrin est à la bonne hauteur pour moi. Ils l'ont monté sur un petit tabouret. C'est formidable. Je dis à mon équipe technique que je veux toujours ça à l'avenir. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, M. Carcianti, M. Kerr et tout le monde. J'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai déjà vues dans d'autres forums. On dit qu'il y a toujours 1 ou 2 % des gens qui font tout. J'ai l'impression que 80 % de ce 2 % est dans cette salle. Je laisse faire les mathématiques, mais où sont les autres? Très content d'être avec vous pour ce 7e sommet du numérique en éducation. Puis à chaque fois, c'est comme le premier parce que ça va tellement vite en cette matière-là que ce qui s'est fait il y a 2 ans est pratiquement dépassé. Mais heureusement, on court, on essaie de se rattraper. C'est un événement incontournable, évidemment, dans le domaine du numérique qui rassemble des chercheurs, mais aussi des enseignants et tout plein d'acteurs du réseau. Et ça, c'est assez rare parce qu'on a souvent des événements de chercheurs, des événements d'enseignants, des événements de parents, mais c'est exceptionnel d'avoir tout ce monde-là dans un même forum. Le numérique fait partie maintenant, évidemment, de notre quotidien, autant celui des élèves que celui du personnel de nos écoles. La transformation numérique dans laquelle nous sommes tous engagés comporte évidemment des défis, mais moi, j'ai le goût de dire que c'est des opportunités. Les nouvelles technologies sont omniprésentes, vous le savez évidemment, dans notre vie privée, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. M. Kerr l'a dit, elle sera de plus en plus présente dans nos services publics. Tant mieux, il était temps. Aussi dans notre économie, même dans notre production manufacturière qui va changer. Longtemps, on se disait que l'informatique, le numérique, ça facilitait les opérations. Ça va faire plus que ça va changer nos façons de faire. Longtemps, on a dit que ça changeait nos façons de travailler, mais ce n'est pas vrai, ça va carrément changer le marché de l'emploi. Donc, il va falloir s'adapter comme citoyen, mais aussi comme société, puis aussi comme acteur du réseau de l'éducation. Parce que, comme je dis, quand l'eau monte, à un moment donné, il faut apprendre à nager. J'ai l'impression qu'il y a même des gens ici qui sont des surfeurs experts, mais il faut faire attention de ne pas conserver ces compétences dans le 1 ou le 2 %. Au contraire, il faut les partager et toujours et plus. Et le défi est grand parce que, je vais trahir mon âge, là, moi je suis né en 1974, j'ai 44 ans, et ça changeait moins vite à l'époque. J'ai fait mon entrée à l'école en 1980, et donc de 80 à 99, ça n'a pas tellement changé. On s'achetait la fameuse montre calculatrice. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ça? On trouvait ça une technologie formidable, là, une petite montre calculatrice avec des boutons. Il fallait prendre un stylo pour appuyer sur les boutons. Elle a été bonne pendant 15 ans, puis il fallait juste changer la pile. Il ne fallait pas faire de mise à jour. Hein. C'était pas prête pour une mise à jour, cette montre-là. Mais pourtant, ça, c'est à peu près l'évolution qu'il y a eu en 19 ans, là, de 80 à la fin de mon secondaire. Ça change pas mal plus vite. Imaginez comment ça a changé de 2000 à 2019. C'est de plus en plus vite. Et imaginez comment ça va changer pour les enfants qui vont naître. On est presque à la mi-2019. Les enfants qui naîtront en 2020,
Imaginez la révolution technologique qu'ils connaîtront au cours des 19 premières années de leur vie, entre 2020 et 2039. L'évolution va être beaucoup plus rapide que ce qui s'est passé entre 80 et 99. Ça veut dire que c'est notre responsabilité, oui, de développer, de donner à nos jeunes des connaissances. C'est évident que les compétences ne sont pas tout, il faut transmettre des connaissances, mais évidemment, au-delà des connaissances, il faut des compétences qui sont transférables. Il faut aller au-delà d'une réussite académique pour aller vers une réussite éducative. On le dit, notre réseau d'éducation doit instruire, mais aussi socialiser, qualifier, préparer à l'exercice de rôles sociaux. Et à cet égard-là, je veux saluer le travail du précédent gouvernement. Ça ne se fait peut-être pas assez en politique, mais ça mérite d'être fait dans ce cas-ci. Le précédent gouvernement, en lançant le plan d'action numérique, a posé un geste important. Il fallait le faire quand même. Ils ont lancé des travaux. Ils ont engagé du bien bon monde, très compétent, n'est-ce pas, avec lesquels nous souhaitons continuer de travailler. Et donc, plusieurs actions ont été réalisées depuis 2 ans. Plusieurs sont en cours de réalisation et ça va continuer pour mettre en œuvre ce plan d'action numérique en éducation. Et donc, en ce sens, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui, même si M. Kerr m'a scoopé un petit peu, il est comme ça, le cadre de référence en compétences numériques. Et là, c'est le temps d'applaudir. Voilà. Voilà. Il est disponible en ligne en ce moment sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le site du MES. Donc, le cadre de référence de la compétence numérique sera très utile. Et je le dis, très utile, il y a peut-être des gens, des parents, des journalistes qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du jargon, je le lis, je le comprends à peine. » D'abord, il faut se l'approprier. Et ensuite, c'est destiné à des acteurs du réseau de l'éducation. Mais ce sera très utile. Ce sera quelque chose auquel on peut se référer. C'est une compétence de plus qu'on ajoute. C'est très attendu dans le milieu de l'éducation. Plusieurs personnes me demandaient quand est-ce que ça allait arriver. Et ce sera utile, ce cadre, du préscolaire, en passant le primaire, le secondaire, la formation générale des adultes, la formation professionnelle, le collégial et l'universitaire. Un seul cadre pour tout notre réseau. Et ça, je trouve ça très intéressant dans un esprit de cohérence, d'avoir un cadre de référence de la compétence numérique. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Bien, d'abord, c'est pour nommer la compétence, c'est pour en élaborer les dimensions. Et le cadre se déclinera en 12 dimensions et ce sera une assise sur laquelle on pourra se référer. Le cadre est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies et surtout des centaines et des centaines de personnes du terrain, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des travailleurs de l'éducation, des directions d'école, des parents. C'est important de le dire qu'il y a des centaines d'acteurs de terrain, ceux qui connaissent les élèves par leur nom, qui ont travaillé à l'élaboration de cette compétence. Donc, elle est divisée en 12 dimensions pour appuyer le caractère transversal de cette compétence. Les 12 dimensions ont été élaborées à partir d'une démarche de recension de plus de 135 référentiels de compétences du 21e siècle. Et tout ça a fait l'objet d'une concertation et d'une validation de ce qui se fait dans plus de 17 pays. Donc, ça a pris un peu de temps, mais ça a été validé avec M. Kersanti cette semaine. Je pense que nous avons le meilleur cadre de conférence. Le meilleur. Au monde. Au monde. Au monde. Rien de moins. C'est vrai. Oui, oui, oui. Sincèrement. Maintenant, il faut se l'approprier, évidemment. Parmi les 12 dimensions de la compétence, les 2 premières ont une portée fondamentale, sont encore plus transversales que les autres. Cette première dimension-là, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Et la seconde, c'est développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Parce que ce n'est pas un programme à évaluer, ce n'est pas un contenu à enseigner, c'est réellement une compétence qui pourra servir aux enseignants sur leur façon d'enseigner, sur leur façon de s'approprier les études numériques et de les utiliser. Par exemple, des sujets, des choses concrètes pour lesquelles les enseignants et les intervenants pourront se référer au cadre. Les sextos,
on en a parlé pas mal dans les médias. Je ne vous dis pas que le cadre va régler tout le problème, mais ce sera certainement un outil de référence pour lequel on pourra se baser. Donc, les sextos, l'usage des médias sociaux, la cyberintimidation, l'hameçonnage, l'identité numérique, la protection de nos données personnelles. Il y a aussi des situations d'apprentissage par les technologies, la programmation, la réalité augmentée, la robotique, la co-création, le partage d'informations, les blogs, le travail avec les coéquipiers, ensemble ou à distance. Et si la première des dimensions, c'est agir en citoyen éthique, c'est parce que la préoccupation éthique doit être au cœur de nos actions. On ne veut pas simplement que les élèves soient des utilisateurs du numérique, mais on veut qu'ils soient des utilisateurs éthiques et critiques. Le numérique est là pour l'élève, pour l'enseignant, pour le citoyen, et pas le contraire. Et des fois, quand on regarde les ados, on aimerait bien leur dire. Et quand on regarde les adultes aussi. Vous savez, des fois, les outils peuvent être formidables, mais il ne faut pas devenir dépendant de nos outils. Maintenant, la diffusion et l'appropriation par les acteurs du réseau de cette compétence va favoriser évidemment l'utilisation par tous les élèves du numérique. Mais il faut se laisser le temps de le faire. Cependant, il ne faudra pas que ce soit vu comme une tâche supplémentaire par-dessus toutes les autres, mais plutôt comme une opportunité à saisir, une référence, un socle sur lequel on peut s'appuyer. Bref, on se donne, on se fait un cadeau aujourd'hui, le cadeau d'un réel outil de référence pour le réseau qui sera intégré bientôt dans le référentiel des compétences professionnelles des enseignants, lequel sera dévoilé sous peu. On ne peut pas tout faire en une seule journée. Je suis très fier de dévoiler ici ce nouveau cadre de référence de la compétence numérique. Merci pour votre ouverture. Merci d'oser innover. Merci de mettre l'élève au cœur de vos actions. D'autres belles choses s'en viennent pour les élèves, pour les enseignants et pour tous ceux qui ont l'éducation à cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'avoir eu l'audace de lancer. Merci à toute l'équipe du ministère et à toute l'équipe aussi du groupe de recherche qui ont travaillé sur ce projet. Le ministre a accepté de répondre à quelques questions. Alors, certaines questions viennent de l'équipe, d'autres viennent d'enseignants, de conseillers pédagogiques. On a même des questions d'élèves. On ne voulait pas faire quelque chose à main levée parce qu'avec 1800 personnes, ça aurait été complexe. Il y a une suite des événements après. Mais donc, le ministre a accepté de répondre à quelques questions. Et sans plus tarder, et je vais lui poser la première question. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, ce document, c'est le premier document où est-ce qu'on a des compétences qui sont identiques tant pour les élèves que pour les enseignants. Et quel est l'avantage de cela pour vous, Monsieur le ministre? Bien, d'abord, dans le cadre des compétences transversales, très souvent, elles doivent être possédées, évidemment, par les enseignants avant d'être transmises ou transférées aux élèves. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est innovant de l'écrire de cette façon-là. Et en lisant le cadre de référence de cette compétence, vous verrez que c'est écrit de manière à ce que, à la fois, les enseignants se les approprient et les utilisent pour eux dans leur façon de planifier. Par exemple, il y a une des dimensions qui parle du référentiel à l'information, d'être critique par rapport à nos recherches, aux moteurs de recherche, aux algorithmes. Donc, évidemment, l'enseignant qui prépare, supposons, son cours d'histoire, qui veut parler de l'Holocauste, bien, il faut qu'il soit conscient que s'il tape Holocauste, il va peut-être tomber sur des sites conspirationnistes qui vont dire que ça n'a jamais existé. Heureusement, l'enseignant aura un regard critique par rapport à ça, pourra se méfier de ça, et il pourra fort... Bonjour. Là, il va falloir que tu mettes ton visage sur une pancarte si tu veux venir faire des conférences comme ça. Parce que c'est pas facile. Mais ultérieurement, donc, il faudra que l'enseignant vive ce genre de choses pour, après ça, montrer aux élèves que lui-même a eu à s'approprier ce regard critique sur les moteurs de recherche et les algorithmes pour, après ça, l'expliquer aux élèves. Donc, les deux doivent être critiques par rapport aux recherches et à l'information. Merci. Donc, un grand impact sur les élèves, mais aussi sur la formation des maîtres à venir. Une question brûlante. Est-ce que ça va demander beaucoup de temps aux enseignants?
Sincèrement, ce n'est pas un alourdissement de la tâche, c'est une opportunité à saisir. Et je pense que plusieurs des enseignants, en prenant quelques minutes pour lire les 12 dimensions, ça se lit très rapidement, vont se rendre compte qu'ils possèdent et même maîtrisent plusieurs des dimensions de cette compétence-là. Donc, ce référentiel-là va autant leur servir à se rendre compte de ce qu'ils savent déjà et de leurs compétences que peut-être des lacunes qu'ils ou elles voudront combler dans les années à venir. Donc, plutôt que d'utiliser une journée pédagogique pour apprendre, pour approfondir un autre domaine, bien, ils pourront l'utiliser pour ça. Mais ce n'est pas davantage de travail, ce n'est pas davantage de formation, ce n'est pas des contenus supplémentaires à transmettre, mais c'est plutôt une attitude face au numérique. Alors, une attitude face au numérique. Il y a des enseignants qui vont demander, est-ce que le ministère va proposer des ressources pour les aider? Vous avez parlé à plusieurs reprises, il aime bien interrompre les gens des fois. Vous avez parlé à plusieurs reprises de s'approprier le cadre de référence. Est-ce que des ressources vont être proposées par le ministère? Bien sûr. D'abord, il y a les fameuses CAP, les communautés d'apprentissage pédagogique, qui existent déjà et qui pourront être des foyers de transmission, des relayeurs pour cette nouvelle compétence. Il y a bien sûr les récits que vous connaissez tous, qui sont très utiles. J'étais à la COPS la semaine dernière, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens allumés, qui vont être aussi, qui existent déjà et qui pourront servir à vulgariser, à transmettre ce cadre de référence. Évidemment, ça peut se faire pendant les journées pédagogiques. Donc, il y aura toutes sortes d'outils. Il y aura même, je vais vous le dire juste à vous, M. Carcenti. J'écoute. Je connais quelqu'un d'extraordinaire qui est en train de développer une plateforme en intelligence artificielle qui sera accessible en ligne dans les prochains mois, autant par les élèves, les professionnels de l'éducation et même les parents, pour que les gens, par l'intelligence artificielle adaptative, puissent s'approprier cette compétence numérique. Et c'est vous. C'est vous qui bâtissez cette plateforme-là, donc vous voyez bien que ça va être très bien fait. Et donc, ça s'en vient. C'est une plateforme qui sera en ligne dans les prochains mois. On en fera l'annonce quand ce sera prêt. Mais j'ai déjà vu un format test et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça s'adapte au profil de la personne, à l'âge de la personne et à ce qu'il ou elle veut en tirer. Donc, plusieurs ressources existent déjà et des ressources intelligentes ou qui font appel à l'intelligence artificielle à venir. Exactement. Donc, c'est important de dire qu'on ne vient pas alourdir le fardeau. Les ressources sont là, on peut les utiliser et d'autres ressources s'en viennent pour permettre à ceux et celles qui veulent aller un peu plus vite, un peu plus loin, d'y aller, mais à leur rythme. Les enseignants ne seront pas obligés de faire ça les jeudis soirs ou les dimanches matins. Et donc, comme la plateforme est disponible pour tout le monde, ce sera disponible pour les citoyens en général aussi, de ce que je comprends. Oui, bien sûr. Autant les parents, les grands-parents, tout le monde qui voudront s'approprier ce cadre-là ou voir un peu ce que font leurs enfants ou leurs collègues, bien, pourront y aller et développer en même temps. Ce n'est pas seulement un questionnaire pour se mesurer et s'évaluer, mais bien pour s'approprier et développer sa compétence numérique. Donc, ce n'est pas un test en ligne, mais bien un outil d'apprentissage. Il me reste 3 petites questions. Certaines écoles se demandent si vous allez continuer de les soutenir, notamment au niveau des équipements, parce qu'on parle du numérique, mais il y a certaines écoles qui sont parfois moins équipées que d'autres. Quelle est votre réponse à ça? Bien sûr, on va continuer à déployer les outils numériques et à financer les écoles. De plus en plus, les écoles, je veux que dans un processus où on donne davantage d'autonomie aux équipes écoles, où on respecte l'autonomie professionnelle des enseignants, je veux que ce soit eux et elles qui choisissent les outils qu'ils veulent utiliser, les formations pour s'approprier ces outils-là. Mais donc, oui, il y a de l'argent qui est là et qui s'en vient l'année prochaine et l'année d'après pour qu'on ait à la fois les outils et les formations pour utiliser ces outils. Il me reste 2 questions d'élèves. Et je vais finir par celle que je juge la plus intéressante en dernier. Un élève qui dit, est-ce que ce cadre-là, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser mon cellulaire à l'école, par exemple? Ça dépend de l'enseignant et de l'enseignante.
et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu une certaine pression là, parce que je pense en France ou en Ontario, on a décidé d'interdire le téléphone. J'ai entendu ça aussi. Oui, pas question d'aller là pour le gouvernement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je respecte beaucoup trop. Merci. Je respecte beaucoup trop l'intelligence et le professionnalisme des équipes écoles et des enseignants et des enseignantes pour leur dire du bureau du ministre quoi faire, quoi pas faire, quel outil choisir, quel outil proscrire. Ça appartient aux enseignants. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire à l'élève qui se demande si ce cadre-là lui permettra d'utiliser son téléphone ou pas, bien, j'ai le goût de dire à cet élève-là, comment s'appelle-t-il? Sébastien. Sébastien, j'ai plus le goût de dire que ce cadre de référence-là va être utile à ton enseignant pour te dire comment utiliser ton téléphone, en tirer le meilleur parti, et plutôt que ce soit ton téléphone qui t'utilise pour te soutirer des données personnelles, des photos, pour que tu sois victime d'hameçonnage, bien plutôt que ça soit toi qui sois le maître de ton outil. Donc, autrement dit, si je comprends bien votre opinion, c'est que s'il y a des élèves qui ont du mal à nager, on ne va pas interdire la natation au Québec. Au contraire, on veut montrer à nager à tout le monde. Alors, merci. Exactement. Quand merci il y a une noyade, on n'interdit pas l'eau, hein, on donne des cours de natation. Donc, s'il y a des sextos, s'il y a de la cyber-intimidation, s'il y a de la dépendance à des outils technologiques, de bannir les outils n'est pas la solution, mais plutôt d'apprendre les gens à les utiliser. Dernière question. Vous avez été enseignant pendant 17 ans. C'est ce que Pepper nous a dit, en tout cas tout à l'heure. Une demoiselle, Jessica, qui se demande à quoi ça va me servir plus tard, le numérique? Est-ce que ça va vraiment être utile pour moi? Elle est en 6e année. Jessica, le numérique te sera utile de plusieurs façons. Autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ta vie personnelle, pour te divertir, pour jouer à toutes sortes de jeux, pour interagir avec tes amis, pour écouter la télé, mais il sera utile beaucoup plus que ça. Pour apprendre, je sais, on peut maintenant suivre des cours en ligne pour se perfectionner. Il y a des gens qui complètent leur secondaire avec Challenge You. Donc, évidemment, ils ne sont pas dépendants de leurs outils technologiques, ils les utilisent. Et sans doute que dans le cadre de ton travail, Jessica, tu auras parfois à travailler à distance avec quelqu'un d'autre, à coécrire un texte avec quelqu'un qui est peut-être juste le bureau de l'autre côté du mur, ou bien quelqu'un qui est à Québec, à Bécomo, à Chicago ou à Prague. Ça ne fera plus de différence. Et peut-être même que tu deviendras programmeuse, mais pas nécessairement. Et c'est une erreur que je veux dire à Jessica et tous les autres. Apprendre à se servir du numérique, ça ne veut pas dire nécessairement apprendre à coder, mais ça veut dire comprendre ce qu'on fait et le faire mieux et utiliser mieux toutes ces connaissances. Parce que si on n'est pas prêt et si on résiste, bien, comme société, pas seulement Jessica, Olivier, Loïc, Jaco et Tran, si on résiste à ça, on va se faire dépasser par tous ceux qui voient des opportunités. Et comme société, bien, il faut utiliser le numérique comme levier pour aller plus loin. Monsieur le ministre, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Bonne continuation.